L'équipage du Sisypheum, Astartés des Légions brisées, est épuisé et confronté à un dilemme. Suivre leur capitaine ressuscité dans une mission suicide ou obéir aux ordres de défendre Terra. Guidés par le Kryptos, les guerriers se dirigent vers la surface de Luna où un lourd secret repose. Leur loyauté et leur sens du devoir sera mise à rude épreuve. Je suis Maesticia et depuis 2011 je critique les ouvrages de Black Library pour le Reclusiam. Bienvenue. Salutations tout le monde. Aujourd'hui je vais vous parler de la première novella du siège de Terra, Fils des Sélénars par Graham McNeill, publié en avril 2020 en version originale. En effet, la saga contient au total 3 novellas, intitulées Fils des Sélénars et La Fureur de Magnus, toutes les deux écrites par Graham McNeill, et enfin Garrow, Night of Grey, par James Swallow, qui n'a pas encore été traduite à la date où j'enregistre cette émission. Avant d'aller plus loin, sachez que les différents segments de l'émission sont listés dans la description afin de vous épargner le spoil, notamment la prochaine section qui est la mise en contexte. Donc étant donné qu'on va parler de la Légion brisée, des Légions brisées, je vais faire un petit récap sur qu'est-ce qui a été écrit sur elle en amont. Alors soyez avertis. Mise en contexte. Alors j'espère que vous êtes accrochés parce que pour recollecter tout ce qui a été publié concernant les Légions brisées, eh bien c'est un petit peu le bordel, c'est un petit peu mélangé parce que entre les novellas, les nouvelles, les e-shorts et les romans en tant que tels, c'est un peu compliqué de s'y retrouver, donc je vais essayer de récapituler les tomes et les ouvrages qui ont été écrits concernant les Légions brisées. Et avant ça, je vais rappeler qu'est-ce que sont les Légions brisées. Donc les Légions brisées, ce sont les Iron Hand, les Salamanders et la Raven Guard. Ce sont les 3 légions qui ont été envoyées suite à la trahison du maître de guerre sur Isstvan V pour justement combattre cette trahison. À ce moment-là, il y avait sur Isstvan V 4 légions, donc les Sons of Horus, les Emperor Children, les World Eaters et la Death Guard. C'était les 4 légions qui étaient officiellement renégates. Sauf que qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que 4 autres légions renégates se sont révélées à ce moment-là et ont littéralement pris en feu croisé les 3 légions loyalistes. Parmi les 4 légions, on avait les World Bearers, les Night Lords, l'Alpha Légion, évidemment l'Alpha Légion, et les Iron Warriors. Donc ça a été ce qu'on appelle le massacre du site d'atterrissage d'Isstvan V. C'est la grande trahison après celle de Isstvan III qui était, on va dire, une trahison en interne, et Isstvan V, ça a été vraiment le coup extraordinaire porté à l'Imperium. Donc, les Légions brisées, en fait, ce sont ceux qui ont survécu à ce massacre. Donc, autant vous dire qu'il n'y en a pas beaucoup. Principalement, c'était les Iron Hands qui étaient les plus nombreux, parce qu'il y avait une grande partie de leur flotte qui était gardée en réserve, donc en orbite de la planète, qui fait qu'il y a plus de Iron Hands que de Raven Guard ou de Salamanders qui ont survécu au massacre. Toujours est-il que suite à cette extraordinaire trahison, la victoire renégate était totale et les peu de survivants qu'il y avait ont dû prendre leurs jambes à leur cou, fuir, ils n'ont pas eu le choix. On rappelle quand même qu'on a perdu un primarque là-bas, Ferus Manus, qui a été décapité par son frère de toujours, enfin son frère très très proche, qui était donc Fulgrim à ce moment-là, qui n'était plus trop Fulgrim à ce moment-là, mais bref, on va pas épiloguer là-dessus. Donc voilà, Vulcan s'est fait faire prisonnier, et Corax a réussi à s'enfuir de justesse avec une poignée de sa légion, parce qu'elle s'est faite décimer. Donc voilà, ça c'était le contexte de Isstvan V, donc c'était vraiment terrible. Les tomes qui en parlent, évidemment, on a un petit bout sur la galaxie en flammes de Ben Counter, donc ça c'est un petit peu, on va dire. On a aussi le 4e tome, donc la fuite de l'Eisenstein de James Swallow, donc tome 4, mais surtout le tome 5, Fulgrim, où vraiment on va vraiment vivre la déchéance de la 3e Légion, mais surtout on va suivre véritablement leur chute avec la corruption de Slaanesh.
Et on va avoir une scène assez importante, une partie du roman assez importante qui va être la trahison sur Is-25. Mais au-delà de ça, les Légions brisées, c'est plus que ça. En fait, les Légions brisées, ça va être justement le conglomérat des 3 différentes légions en un seul groupe opérationnel militaire. Et c'est là où ça devient très intéressant. De mon point de vue, je trouve les Légions brisées captivantes. Parce que c'est le mélange de 3 légions qui sont vraiment différentes les unes des autres. C'est-à-dire autant on pourrait, je sais pas, j'exagère un peu, mais on pourrait rapprocher les Night Lords avec la Raven Guard pour leur côté furtif, leur côté les ombres sont mon milieu favori, ou encore les attaques surprises, ou encore attaquer et battre en retraite. Bien qu'au niveau moral ça soit complètement différent bien sûr, mais on peut quand même les rapprocher sur ces aspects-là. Or là, les Salamanders, les Iron Hands et la Raven Guard sont complètement différentes dans leur approche tactique, stratégique et morale. Bien qu'elles soient loyalistes, qu'elles restent fidèles à l'empereur, elles sont complètement différentes. Et c'est ça qui donne énormément de richesse aux Légions brisées, notamment leur tragédie, c'est-à-dire d'avoir l'une perdu leur primarque et les 2 autres à avoir été complètement décimés. Donc c'est extrêmement intéressant. Moi depuis le début ça m'a énormément captivé, et le problème ça a été, comme je disais, de retrouver un petit peu qu'est-ce qui est quoi, où est-ce qu'on peut les suivre. Donc le premier tome qui va vraiment mettre l'accent sur les Légions brisées, c'est l'Ange Exterminatus de Graham McNeill, le tome 23, et sa suite, Septième Serpent, qui est une novella qu'on peut retrouver dans le recueil Les Légions brisées, qui s'avère être le tome 43. Donc ça aussi c'est du même auteur. Donc on voit que c'est plutôt McNeill qui a repris l'arc narratif des Légions brisées, étant donné que Fils des Sélénars est aussi de Graham McNeill, c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. C'est pour ça que la mise en contexte sera un petit peu plus longue que sur les précédents, parce que voilà, les Légions brisées, il y en a un peu de partout, il y a beaucoup de nouvelles à droite à gauche. Mais voilà, si on devrait retenir 2 tomes, un tome qu'il faudrait avoir lu, c'est l'Ange Exterminatus. Donc ça c'est l'histoire avec Fulgrim et Perturabo qui vont rechercher un artefact à travers un monde Eldar. Et là on va suivre justement ce petit groupe d'escouade avec notamment Nikoma Sharokin, Sebik Wayland, le Iron Hand, et d'autres personnages que je développerai un peu plus dans le prochain segment Dramatis Personae. Mais voilà, donc on va suivre cette petite kill team de Légion brisée qui aura pour mission d'assassiner Fulgrim, rien que ça. Donc voilà, l'Ange Exterminatus, qui était aussi, je rappelle, de Graham McNeill. Ensuite, il y avait le 7e Serpent, qui est la suite en fait de l'Ange Exterminatus, mais qui lui est une novella, donc plus court, qui est disponible dans le recueil, comme je l'ai dit précédemment. Donc encore une fois, il faut aimer les Légions brisées, il faut aimer suivre leurs péripéties. Une chose importante aussi qui est à savoir, c'est qu'ils opèrent, comme j'ai utilisé le terme kill team, mais leur façon d'opérer est la façon guérilla, c'est-à-dire ils ont très très peu de ressources, ils sont très peu nombreux, mais ils vont utiliser donc le principe de la guérilla afin d'affaiblir, éliminer des postes avancés des renégats et ralentir le plus possible l'avancée des traîtres. Donc même si sur le papier ça n'a pas l'air extrêmement efficace, en réalité ils ont énormément contribué à l'effort de guerre par leur tactique. Et on comprend bien qu'avec avec la Raven Guard notamment dans leur rang, il y a évidemment un aspect de guérilla naturel. Ajouter à cela le mélange inflexible des Iron Hands et le côté protecteur et d'endurance des Salamanders, ça vous donne un mix, un cocktail exceptionnel. Enfin bref. Donc voilà. Il y a aussi 2 nouvelles qui à la base étaient des audiodramas que je trouve importants. Même si vous les avez pas lus, c'est pas grave. Encore une fois, je ne pense pas que tout le monde va vouloir lire Fils de Sélénar, mais si ça vous plaît, les Légions brisées, je vous recommande beaucoup Le vol du corbeau et Veritas Ferrum. Le vol du corbeau, c'est Gafthorpe qui l'a écrit. On le retrouve dans Les ombres de la traîtrise, le tome 22.
Donc encore une fois, je vous renvoie aux critiques du Réclusium, vous pouvez y accéder très facilement. Le vol du corbeau, ça explique justement le point de vue de la Ravengard sur Is-25 au moment où Corvus Corax se rend compte que de la trahison et du massacre qui est en train de s'opérer sur place. Donc vraiment intéressant. Et enfin, donc juste pour rappeler aux gens les ombres de la traîtrise, c'est le tome où ça parle de la bataille de Fall, ça parle aussi de Conrad Kurz. Donc c'est un très bon recueil de romans, un recueil de nouvelles, les ombres de la traîtrise, donc je vous le recommande. Et enfin Veritas Ferrum qui est du côté Iron Hands au moment de la trahison des 25. Donc celui-là vous le retrouverez dans le tome 31, l'héritage de la trahison. Donc là c'est un peu plus mélangé, il n'y a pas uniquement des légions brisées, mais il y a un petit peu de tout. Donc voilà, donc pour récapituler, en termes de romans, L'Ange Exterminatus, tome 23, la novella 7e Serpent, avec l'affrontement notamment de la Légion brisée contre Alpharius, donc ce qui n'est pas rien, donc assez important. Et enfin, Le vol du corbeau, tome 22, et Veritas Ferrum, tome 31, qui sont disponibles dans des recueils de nouvelles. Donc voilà un petit peu pour resituer le contexte des Légions brisées. J'insiste sur le fait que si ça ne vous a pas plu dès le début, il y a de fortes chances que ça ne vous plaise pas plus par la suite, étant donné leur façon d'opérer. En revanche, si vous avez un petit peu d'intérêt sur ces 3 légions, je trouve vraiment pertinent de perdre un petit peu de temps à fouiller les nouvelles qui y sont associées afin de mieux comprendre les enjeux et les conséquences des Légions brisées dans la saga de l'Hérésidorus jusqu'au siège de Terra. Dramatis Personae. Alors étant donné qu'on parle des Légions brisées, et notamment d'une fraction des Légions brisées, on va retrouver en fait tout l'équipage du Sisypheum. Le Sisypheum, c'est un croiseur d'attaque Iron Hand hautement modifié qui a survécu l'impossible, donc de Is-25 jusqu'à toutes les opérations qu'a pu effectuer l'équipage. Donc on va retrouver en fait tous les membres de l'équipage, donc en commençant par le capitaine, Ulrak Bratan, capitaine de la 65e compagnie Iron Hand, qui est le daron, mi-Dreadnought, mi-Space Marines, enfin bref, je reviendrai un petit peu là-dessus, je vais vous énumérer un petit peu tout l'équipage, et revenir sur chacun d'entre eux, parce que je pense que beaucoup d'entre vous ne savent pas qui ils sont. On a Cadmus Tyro, qui est l'écuyer de Barthan, aussi très important, qui a affronté notamment Alpharius, rien que ça. Garuda, le fameux aigle artificiel d'Ulrak, qui a aussi son importance, notamment dans l'Ange Exterminatus. On a Frater Tamatika, vétéran Averni, donc du clan Iron Hand. On a aussi Ignatius Numen, Iron Hand. Et enfin Sabik Wayland, le révérend de fer, qui est en fait le pilote émérite et le responsable propriétaire du Sisypheum. Enfin, on a Nikona Charokin, donc 76e compagnie Ravengard, qui est un épéiste émérite, notamment avec son affrontement face à Lucius dans l'Ange Exterminatus. Et on a Atesh Tarsha, apothicaire, 24e compagnie Salamander. Donc là aussi en termes de badassitude, le Tarsha il fait le taf. Et dernière et pas des moindres, Talab Vita 37, la génosorcière des Célédars, car c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Bon, elle ne fait pas partie de l'équipage, évidemment, elle va être rencontrée un peu plus tard en surface sur Luna, mais voilà, ce sont les personnages importants de la nouvelle. Donc comme vous pouvez le voir, il n'y en a pas beaucoup, et pour ceux qui connaissent un petit peu les Légions brisées, on retrouve les mêmes. Donc pour rentrer un petit peu dans le détail de chacun, pour que vous sachiez un petit peu de qui il s'agit, Ulrak Bratan, c'est le gars qui est juste increvable. C'est la définition même du Iron Hand de base, c'est-à-dire que il encaisse, il a plus de bras, il a plus de jambes, mais il est toujours vivant et il se bat toujours. Alors vous allez me dire, comment il fait ? Grâce à l'aide du salamander Atesh Tarsha, donc l'apothicaire, et d'une vieille technologie qui date des heures sombres de l'humanité,
ce dernier a réussi à sauver la vie du capitaine en le greffant à un espèce de corps mécanique qui s'apparente à celui d'un Dreadnought en fait, des récents Dreadnought. Après c'est compliqué là parce que je sais que Games Workshop a éliminé de sa gamme les anciens Dreadnought, c'est-à-dire ceux que moi j'avais toujours connus, mais ceux qui ressemblent vraiment à des sarcophages, on dirait vraiment des boîtes de conserve avec des pattes quoi. Donc voilà, ça ressemble à ça, c'est pas des Contemptors, c'est pas encore des Dreadnought, mais ça mélange entre les deux. Ajouter à ça une vieille technologie un peu, on sait pas si c'est chaotique, ou on sait pas trop d'où ça sort, mais toujours est-il que le capitaine Bratan vit, respire, et c'est lui le commandant du vaisseau. Donc Admus Tyro, c'est son écuyer, qui va en fait prendre la relève au moment où Bratan est dans le coma et qui peut plus rien faire parce qu'il est en train d'être soigné par Atesh Tarsha. Donc c'est lui qui va mener notamment l'escouade face à l'Alpha Légion. Donc il va avoir un rôle extrêmement important, c'est un personnage assez équilibré pour un Iron Hand. Donc super captivant, super immersif comme personnage. Il va devoir affronter Alpharius en personne. Pour ceux qui l'ont pas lu, je vais pas rentrer dans les détails, mais voilà. Il va se faire démolir, évidemment, ça reste un Primarque en face. Donc il va finir par tomber dans le coma, lui aussi. Mais la relève sera prise par Bratan un peu plus tard, donc tout va bien, on va dire. Un autre personnage sur lequel j'aimerais revenir, évidemment, c'est Sabik Wayland, le révérend de fer, qui est en fait le pilote, donc comme je disais, du croiseur d'attaque, qui est le pilote qui est connecté à la machine de façon profonde, intense, relationnelle. Il y a beaucoup de références à l'esprit de la machine comme un être à part entière, comme un esprit à part entière, comme une entité en fait, en soi. Et ça c'est très intéressant parce que les Iron Hand justement permettent une connexion à la machine plus humaine en fin de compte que ce que pourraient l'être par exemple les Iron Warriors qui eux utilisent la machine comme un outil et pas plus, alors que les Iron Hand il y a quand même un aspect du Mechanicum qui est un peu plus je sais pas, je dirais plutôt plus humain, voilà c'est ça, on parle de la machine comme d'un ami, comme d'un frère de bataille. Donc ça c'est assez sympathique d'avoir cet angle de vue. Et Nikona, Sharokin quoi, le seul qui a, pas le seul, mais oui, le seul qui a tué littéralement Lucius quoi. Il a buté quoi. On parle de Lucius, le meilleur épéiste de l'univers. Donc lui aussi sa personnalité, elle est très Ravengard, elle est très elle est super intéressante parce qu'encore une fois, comme je disais, elle vient contraster avec les autres fortes personnalités qu'on a, notamment celle des Iron Hands, qui sont plutôt bourrins dans leur approche, même si ce ne sont pas des guerriers stupides, ils sont quand même assez directs. Donc Nikona, il vient apporter un côté subtilité qui est très appréciable. Et l'apothicaire, donc Atesh Tarsha, le salamander, lui c'est plutôt un second rôle, un troisième rôle on va dire dans les squads, mais voilà, sans lui il n'y a pas de capitaine, sans lui il n'y a pas de progénoïdes qui sont récoltés, enfin bref, je veux dire les apothicaires, surtout avec l'événement d'Isvan, enfin ça a été, et la guérilla qui a été menée par les Légions brisées, enfin ils ont été essentiels pour pas dire primordial, donc Atesh Tarsha super important. Et Talab Vita, la génosorcière des Selanar, je vais pas trop développer. Notez qu'il y a le mot géno, comme dans génome, et sorcière, comme dans païen. Donc ça vous donne un petit peu tout ça basé sur la lune. Donc je vais vous développer tout ça dans le prochain segment, les thèmes. Thème. Le thème principal, c'est celui de la vie et de la mort. Voilà, ça va être assez expéditif, mais c'est bien ça dont il s'agit. Il faut commencer par le commencement. Donc le premier chapitre de Fils des Selenar nous narre en fait la période durant laquelle l'empereur a mis la main sur Luna.
Donc Luna, pour le resituer, c'est un lore qui est relativement récent, qui n'existait pas dans les anciennes versions de Warhammer. Donc Luna, on apprend que c'est vraiment la capitale planétaire du système solaire, qui excelle dans les manipulations génétiques, dans la procréation, dans la vie en général, en fait. Ce sont des maîtresses tisseuses de génétique, tout simplement. Et l'empereur a besoin de ça pour faire son armée de super guerriers. Et le problème, c'est que les Sélénars, elles ont bien compris le pattern, on va dire, de l'empereur, qui est en fait d'éradiquer toute forme de résistance dans la galaxie. Et ça, les Sélénars, elles sont pas trop d'accord avec le système. Elles sont beaucoup plus dans la création, dans la gestation, donc dans la procréation, plutôt que dans la destruction. Or, l'empereur, c'est l'opposé. Donc elles sont contre, jusqu'à ce qu'elles doivent abdiquer face à la force écrasante que l'empereur leur propose. Donc elles voulaient pas la diplomatie, donc il leur envoie l'armée. Et évidemment, l'armée de l'empereur face à l'armée de Luna, elle fait pas le poids, quoi. Donc la matriarche décide de protéger sa plus belle création, sa plus haute création, qui est donc un artefact. Je vais appeler ça comme ça va être plus simple pour la suite. Et cet artefact, elle explique en fait à son officière la plus élevée, le plus haut rang, et elle lui dit: écoute, ça c'est extrêmement important, je veux surtout pas que ça tombe dans les mains de ce fou, qui est l'empereur à ce moment-là. Donc tu le prends avec toi et tu disparais. Moi je vais faire en sorte de faire disparaître et d'effacer tout ce qui fait référence à toi en fait. Tu n'existeras plus, tu ne seras même pas une légende, tu seras moins que ça. Mais ton objectif c'est de prendre l'artefact avec toi et de disparaître à tout jamais. Et que ça ne tombe jamais entre les mains de l'Imperium, parce que c'est trop de pouvoir. Et donc c'est avec cette mission que Talab Vita 37, la génosorcière, décide de disparaître en fait, tout simplement. Elle est effacée des bases de données et l'artefact avec. Et avec le temps, on a Luna comme on la connaît actuellement, c'est-à-dire une base de génitrice, toujours pareil, de procréatrice, mais à la solde de l'Imperium. Jusqu'à ce que Horus décide de se rebeller et d'envahir le système Sol. Donc là, je vous réfère au premier tome du Siège de Terra, donc la guerre solaire, où on apprend vers la fin que les Sons of Horus, notamment Abaddon en personne, a mis à genoux Luna et a pu s'entretenir tête à tête avec la matriarche et a carrément proposé de s'allier et de travailler pour le maître de guerre, la place de l'empereur, chose que la matriarche a de suite acceptée. Donc encore une fois, là on apprend un petit peu plus qui sont les personnages de Luna, qui sont en fin de compte des femmes dédiées vraiment à la vie. Donc pour elles, le plus important, c'est vraiment les travaux qu'elles ont faits, qu'elles ont développés au fil des siècles. Plutôt de savoir Horus ou l'empereur, pour elles ça n'a quasiment pas d'importance. Ce qui est important pour elles, c'est donc de préserver ce travail génétique qu'elles accomplissent depuis toujours. Donc ça commence sur cette zone-là, donc cette Talab Vita a complètement disparu des radars et des bases de données, et voilà, jusqu'à ce que, le Abaddon et Horus débarquent sur Luna, et en fait Talab Vita, qui était en sommeil depuis des centaines d'années, se réveille et se dit: mon Dieu, si le maître de guerre met la main sur cet artefact, ça va être le carnage. Donc elle envoie une espèce de message de SOS et elle prévient dans ce message que il faut récupérer l'artefact, et si vous n'êtes pas en mesure de récupérer l'artefact, il faut bombarder le dôme de Luna. Donc il y a un dôme, Herodota Olympia, quelque chose comme ça, qui est une zone assez vaste, on va pas se mentir, de détruire complètement ce dôme-là afin que l'ennemi ne s'empare pas de l'artefact. Donc là, c'est vraiment la vie à l'état pur, c'est-à-dire c'est des gens qui sont dédiés à la création, quoi. La mort, la résistance, les thèmes aussi de la vie en fin de compte,
où on suit ce fameux équipage du Sissypheum qui est juste increvable, qui depuis le début aurait dû être annihilé aux abords ou sur Is-25 et qui en fin de compte perdure. Alors c'est sûr, à chaque aventure, on va en perdre un, on va en perdre deux, on va en perdre trois, mais il persiste. Il endure et il reste costaud à l'image d'Ulrach Bratan, son capitaine, qui n'est plus que une image brisée en fin de compte de ce qu'il a été. D'ailleurs, son esprit est brisé, on voit que le capitaine a un esprit belliqueux mais vengeur avant tactique, donc on sent que le capitaine il part en vrille aussi. Quand les autres sont pas dans le coma, ils sont extrêmement blessés, l'équipement est usagé jusqu'à son paroxysme, donc là on sent aussi le thème de l'endurance, le thème de la résistance en fin de compte. Ce sont des résistants mais puissance 1000 quoi. Et donc en fait ce sont l'équipage du Sissypheum qui vont capter le message de détresse de Talab Vita 37 et en fin de compte ils sont pas vraiment d'accord parce que voilà, l'ordre direct de Dorn c'est de venir défendre Terra, ça c'est l'ordre officiel, sauf que Bratan lui il s'en fout, il veut continuer à se venger, donc il veut continuer à affaiblir et attaquer le plus de traîtres possible. Et en fin de compte arrive ce message un petit peu obscur, et c'est grâce aux explications de Tarsha, donc l'apothicaire Salamander, qui lui explique: oh attendez là, ce message c'est une génosorcière, elle parle d'un artefact hyper important, nous on a été formés en partie sur Luna, donc ça c'est quelque chose que j'ai appris. Donc on savait que les Tech Marines notamment, donc les Révérends de Fer et tout ce qui a trait, on va dire, à la classe technologique des Space Marines, donc les Tech Marines, font leurs armes sur Mars, en partie sur Mars, pour apprendre le culte du mécanicum, l'esprit de la machine, etc. etc. Mais là, ce qu'on apprend, c'est qu'il y avait exactement le même type de formation pour les apothicaires sur Luna, ce qui fait complètement du sens. Donc ça, c'est quelque chose que j'apprécie en termes de développement du lore qu'on connaissait pas jusqu'à maintenant. Avant, les apothicaires, c'était juste des Space Marines spécialisés dans l'art de guérir, de soigner la morphologie Astartes. Attention, hein, pas la morphologie humaine, c'est vraiment spécialisé Astartes. Et donc là, ça rajoute un petit peu de consistance aux apothicaires, à l'ordre des apothicaires, donc c'est très sympa. Donc là, on a donc le Salamander qui leur explique: attendez, là, on parle de Luna, elle nous dit qu'il faut le récupérer, voire de le détruire, c'est que ça doit être vachement important. Je pense qu'il faudrait qu'on aille faire un tour. Et il y a le capitaine qui lui dit: non mais c'est pas suffisant, c'est pas suffisant. Et donc là à ce moment-là, Tarsha il dit: écoutez, moi je suis normalement tenu au serment, mais je dois vous expliquer à quel point c'est important. Donc, et il commence à lui expliquer qu'est-ce que peut être l'artefact. Je vais pas rentrer dans les détails parce que les gens qui l'ont lu savent de quoi je parle, les gens qui l'ont pas lu ça va peut-être leur donner envie de lire, donc je vais pas détailler, ou alors peut-être que vous l'aurez déjà deviné à cette émission. Toujours est-il que voilà, ça donne, après l'explication de Tarsha, Bratan se dit: bon ok, je sais ce qu'on va faire, si on arrive à le récupérer tant mieux, si on n'arrive pas à le récupérer on bombarde tout, parce que l'apothicaire est plus du côté de il faut absolument le récupérer, c'est un trésor qu'il ne faut surtout pas détruire, il faut pas que ça tombe dans les mains de l'ennemi, c'est sûr, mais il faut le récupérer avant de le détruire. Donc le capitaine il dit: écoute, on va voir, une fois sur place on verra si c'est possible ou pas, si c'est possible on fait, si c'est pas possible on fait pas, on fait tout péter quoi. Et ils sont tous d'accord. Donc d'un certain côté ça fait plaisir à tout le monde parce que on suit pas le plan d'Ulrach de base qui était juste de continuer à attaquer les flottes ennemies, alors que on rappelle le contexte du système Sol à ce moment-là, je veux dire il est complètement c'est un territoire renégat, donc il y en a de partout, et c'est pas des petits vaisseaux, c'est des grosses barges de bataille, et ça continue à arriver en flot perpétuel, donc c'est pas un petit croiseur d'attaque qui va faire une différence. Donc ça fait plaisir, et d'un autre côté, il y en a aucun d'entre eux qui veut retourner sur Terra, quoi. Surtout après tout ce qu'ils ont vécu ensemble. Donc ce message de détresse, il arrive au bon moment, on va dire.
Et donc c'est ça. Donc le thème principal, ça va vraiment être on y va, on va essayer de voir ce qu'on fait. Donc ils arrivent en surface de Luna et ils commencent à enquêter jusqu'à ce qu'ils finissent par rencontrer la génosorcière. Et là ça va être, on va dire, le deuxième morceau de la nouvelle, où on va avoir vraiment deux mentalités complètement différentes. Donc cette fameuse génosorcière, c'est une créature mi-humaine, mi-psyker, extrêmement intelligente, qui est capable de faire des choses assez folles. C'est vraiment une nouvelle, une nouvelle, je vais pas dire race parce que c'est pas une race, mais c'est une faction. Voilà, c'est vraiment une nouvelle faction à part entière. Ces génosorcières qu'on n'avait pas vraiment l'habitude de voir jusqu'à maintenant, à part une ou deux références un petit peu vaseuses par-ci par-là. Donc là, vraiment, on a une représentante des génosorcières en action, donc qui mélange le warp et tout ça. Donc qui dit génosorcière, ça fait pas plaisir aux Space Marines de base, à qui on a inculqué que tout ce qui était Psyker et warp, c'était le mal, quoi. Et la génosorcière de l'autre côté, qui elle sait qu'elle a contribué, de toute façon son clan, son culte, sa faction a contribué à la création en fait des Space Marines tels qu'on les connaît actuellement. Donc vraiment c'est un peu comme une parente. C'est littéralement une mère des Space Marines. Et ça prend un peu de temps à ce qu'ils l'admettent. Et les sorcières, enfin les Sélénars, sont convaincus que les hommes ne sont faits que pour la guerre, et que c'est pour ça qu'ils doivent finir par mourir, et que c'est pas plus mal ce qui leur arrive. Mais voilà, on va avoir vraiment un espèce de deux forces complètement opposées, qui va être d'un côté l'aspect vraiment masculin et guerrier de la race humaine, de l'espèce humaine, pardon, et de l'autre côté on va avoir complètement l'opposé, c'est-à-dire l'aspect féminin, protecteur, qui donne la vie à l'espèce humaine. Et ces deux vont se retrouver ensemble pour sauver l'artefact ou le détruire. Toujours est-il que voir ces deux forces s'opposer est super intéressant, parce que on va se rendre compte que le côté féminin protecteur de Talab Vita est en fait super belliqueux. En fin de compte, elle est très guerrière pour une génitrice, en fin de compte. Et de l'autre côté, les Space Marines, qui sont censés être des hommes qui font la guerre, et donc du coup qui détruisent la vie, se retrouvent dans le rôle des protecteurs, en fin de compte. Et ça, moi j'ai beaucoup aimé, de pouvoir inverser les rôles, de donner au féminin sa part masculine, et d'un autre côté de voir le masculin avoir sa part féminine dans la protection justement de cette vie, de ce génome, de cet artefact tant sacré. Donc vraiment ça vient jouer sur deux versants qui sont complètement différents. Et au-delà de ça, donc ça c'est vraiment le thème principal, on va dire, vraiment. Et au-delà de ça, ça va être la badassitude des personnages. Voilà, vraiment, l'histoire, de quoi ça parle, c'est vraiment une escouade unie, qui est complètement différente, avec des personnages vraiment tous très différents les uns des autres, mais qui sont solidaires, comme s'ils avaient toujours été ensemble. C'est-à-dire que la complicité qu'il y a entre Nikona Sharokin et Sabik Wayland, donc l'un Ravengard et l'autre Iron Hand, elle est tout bonnement excellente. Je veux dire, elle est subtile, et en même temps elle est vraie, elle est intense. Pareil avec l'apothicaire Tarsha. Je veux dire, l'apothicaire, il arrive à se fondre complètement dans cette escouade qui est atypique. Il s'adapte. Le Salamander s'adapte aussi bien aux Iron Hands comme à la Ravengard. Donc ça crée vraiment une escouade riche en couleurs. Et côté Iron Hand, avec des personnages comme Ignatius Numen, lui c'est celui qui se balade avec le double canon Volkit. C'est un ancien Morlock. Donc pour ceux qui aiment un petit peu les Iron Hands, vous voyez de quoi je parle. C'est les Terminators et gardes de Ferrus Manus. Donc c'est des bons bourrins, quoi. Et puis surtout ils ont une autorité assez élevée dans le rang des Iron Hands. Donc Cadmus Tyro, il est aussi, comme je disais, il est équilibré. Donc c'est un bon leader. Et à côté on a Alruc Bratan, qui est
le capitaine qu'on suit jusqu'à la fin, quoi. Et c'est de ça dont on va parler aussi cette novella. Voilà, on va suivre cet équipage qui va petit à petit encaisser les pertes, encaisser les tragédies au fur et à mesure. Et c'est ça qui rend le roman difficile. Enfin le roman, la nouvelle, elle est difficile parce que voilà, en très peu de temps, même si vous connaissez pas ces personnages, bon, il faut avoir lu au moins L'Ange Exterminatus, je reviens toujours sur celui-là, mais il faut au moins avoir lu celui-là pour comprendre un petit peu les personnages, pour s'y être attaché un minimum, on va dire. Mais même moi, que ça fait un moment, ça faisait un bon moment que j'ai lu L'Ange Exterminatus, j'ai tout de suite accroché à Bratan, j'ai tout de suite accroché à Tyro, j'ai tout de suite accroché à Wayland, à Sharrokin, à Tarsha. C'est des personnages vraiment vivants, dans le sens où ils sont immersifs, on a envie de faire partie de cet équipage. Vraiment, on a envie d'avoir des frères comme eux, quoi. Même si on sait qu'ils vont pas vivre longtemps. On le comprend dès le début du roman, et en fait, on l'avait compris depuis le massacre d'Isvan. C'est des personnages qui ont été tellement traumatisés psychologiquement que tu sens qu'à un moment donné, ils vont partir en vrille. D'ailleurs, Shadrach Méduson, qui est, on va dire, le leader, on va dire, des Légions brisées, qu'on peut suivre dans différents ouvrages, on voit bien à quel point sa personnalité, elle est ambiguë, dans le sens où il est tellement choqué par ce qui s'est passé que lui, il veut tuer Horus. Il veut tuer Horus, il n'y a pas de demi-mesure, quoi. Donc là, on se retrouve avec des personnages, comme je disais, qui sont très attachants. Très attachants, on veut faire partie de cette kill team, et au fur et à mesure de la novella, on va avoir des pertes, on va perdre des frères, on va perdre de l'équipement, on va perdre beaucoup de choses, mais jamais ils ne vont perdre la volonté, jamais ils ne vont perdre l'espoir, jamais ils ne vont perdre l'objectif de la mission, jamais. Et ça les rend extrêmement valeureux, quoi. Ce sont vraiment des combattants vaillants, vraiment vaillants, c'est le mot que je cherchais. Donc voilà, ça c'est pour ce qui est de quoi parle le livre, et qui porte le livre, ce sont justement ces personnages, cette équipe de choc, en fait. Donc dans les personnages préférés, comme je vous dis, en fait, ils sont tous bons. Je veux dire, Ulrich Bratan, qui est un Dreadnought à moitié flingué de partout, mais à la volonté de faire. Cadmus Tyro, qui arrive à temporiser, il se rend bien compte que le capitaine il part en vrille, mais en même temps il peut pas non plus lui prendre le commandement parce qu'il le respecte énormément, donc il y a aussi ça. Ignatius Numen, le Iron Hand, qui se balade avec le double canon Volkit, le truc hyper sale, quoi. C'est un ancien Morlock. Donc les Morlocks, pour ceux qui aiment un petit peu les Iron Hand, vous savez de quoi je parle. C'est la garde Terminator de Ferrus Manus. Donc lui aussi c'est un gros bourrin, mais en même temps il est pas stupide. Donc il a un sens de l'honneur très aigu. Sabik Wayland et sa connexion avec la machine et avec Nikona Sharrokin, ça rend un espèce de petit binôme Révérend Fer, Ravengard, très sympathique à lire. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas la Ravengard, ou qu'on aime ou qu'on n'aime pas les Iron Hand, les deux vont bien ensemble, quoi. Et enfin Tarsha, qui a un sens du devoir et de l'honneur et du sacrifice qui est... Enfin voilà, quoi, mention d'honneur à Tarsha, quoi. Donc voilà, on se retrouve avec des personnages super importants, super intéressants, liés fraternellement, et ça donne une novella relativement courte mais intense. Voilà, donc ça c'est pour résumer un petit peu les thèmes, les personnages qui m'ont beaucoup marqué dans cet ouvrage. Texte et difficulté de lecture. Graham McNeill. Bon, ceux qui suivent un petit peu les Résidorus savent que McNeill fait partie du top 5 des meilleurs auteurs de la Black Library. Je parle de là, au-delà de la saga Les Résidorus. On a Uriel Ventris, pour ne citer que lui. On a aussi celui sur les Iron Warriors, dont j'oublie toujours le nom. Déluge d'acier. Voilà, c'est revenu. Donc voilà, c'est un très bon auteur. Il fait de la figurine depuis toujours. Je pense depuis aussi longtemps, peut-être pas aussi longtemps qu'un Gav Thorpe, mais presque. Mais avec un style beaucoup plus efficace, beaucoup plus agréable à lire. Voilà, c'est McNeill, c'est... Quand vous lisez du McNeill en général, vous n'êtes pas déçu. Voilà, c'est très rare qu'il puisse décevoir. Donc les scènes s'enchaînent avec fluidité.
Ça reste un auteur efficace qui capte le lecteur en racontant beaucoup de choses, malgré le format court qu'est la novella. Il y a beaucoup d'émotions dans ce tome. Beaucoup d'émotions, comme j'ai effleuré un petit peu le sujet dans le segment d'avant, mais voilà, il y a beaucoup de ce qu'on appelle des mascularmes. Voilà, c'est des larmes, mais c'est des larmes de daron, de gars complètement badass. Donc voilà, ça rajoute quelque chose que techniquement on est censé trouver un peu dans tous les romans Space Marine, mais qu'en fin de compte non, on trouve pas ce côté vraiment tragique. Là oui, là on a du tragique, là on a de l'épouvantable. Le personnage de la Sélénar, de la génosorcière, vient un petit peu rehausser justement ce côté badass. McNeill, ça a été éprouvé déjà tout au long de la saga de l'hérésie d'Horus, et comme je disais aussi à l'extérieur de cette saga. Donc vous pouvez y aller, quoi, ça se lit vite, il est relativement court. Donc si vous voulez en apprendre un petit peu plus sur le lore et sur le lore des Légions brisées et le lore, on va dire en général, concernant la génétique, allez-y, quoi, c'est gratuit, quoi, c'est vraiment agréable. Non, et McNeill, il n'y a rien à dire, je veux dire, ça se lit bien, les personnages sont bien interprétés, les scènes d'action, elles sont pas exceptionnelles, mais elles sont suffisantes, c'est-à-dire que ce tome-là, il est pas centré sur l'action, il est centré sur l'héroïsme, voilà, l'héroïsme, c'est vraiment l'héroïsme du Sisypheum qui est mis en avant. Donc oui, mais évidemment il va y avoir des scènes de combat intéressantes avec un bon dynamisme, une bonne perception pour le lecteur qui peut s'imaginer facilement le combat, mais c'est pas la force du texte de Graham McNeill. C'est vraiment les dialogues entre les personnages, de voir cette fraternité, de sentir cette fraternité entre les différentes légions, de comprendre l'importance de la mission, qui est plus importante que retourner sur Terra, qui est plus importante que de se venger des traîtres, qui se trouve être en fin de compte de protéger un artefact coûte que coûte. Donc non, voilà, McNeill, pas grand chose à dire pour le coup, c'est bon, ça se lit bien. Donc comme je dis, si vous aimez un tant soit peu les Légions brisées et que vous voulez approfondir votre connaissance du lore, ce tome est obligatoire. Conclusion. Alors je vais commencer par ce que je n'ai pas aimé, et ce que je n'ai pas aimé concerne le lore. Mais pas le lore de la novella en tant que tel, mais du lore sur lequel va aboutir, en fin de compte, toute cette histoire. Donc ce que j'ai aimé dans cette nouvelle, c'est que on développe Luna, on développe les Sélénar, on développe les génitrices des Space Marines et des Primarques, car en fin de compte, ce sont elles qui ont permis à l'empereur de créer ces demi-dieux. Donc ça, j'ai trouvé ça pertinent, parce que de la même manière qu'on a très peu développé Mars et le Mechanicum, on a encore moins développé Luna. Donc il y avait tout à écrire, et je pense qu'il y a une partie qui a été écrite, qui a été bien écrite. Le fait de les voir comme un mélange de femmes scientifiques extrêmement développées, qui procèdent d'une certaine manière à la réincarnation via le génome, qui vénèrent l'hélicoïdal pour faire référence à l'ADN, et tout ça sous fond de magie, parce que ce sont des psychers après tout. Je trouvais ça très intelligent et intéressant. Ça permet vraiment d'étoffer le lore de Warhammer, et c'était pas quelque chose qui avait été développé jusqu'à maintenant. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai aimé. Mais comme je disais, ce que je n'ai pas apprécié, c'est ce vers quoi ça va amener, donc à la V7 et à tout ce qui va se passer durant la chute de Cadia. Alors pas la chute de Cadia en elle-même, mais on va dire la réécriture qui s'est opérée en essayant de justifier certaines nouvelles créations. Vous avez noté à quel point j'évite le spoil direct, même si je pense que les gens qui sont arrivés jusque-là savent de quoi je parle. Mais bon, je pourrais faire une émission dédiée à ce sujet-là.
ce qui n'est pas l'objectif de cette émission. Mais voilà, toujours est-il que moi je ne suis pas un adorateur de la V7. J'ai beaucoup de mal avec tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont réécrit. Et le problème, c'est que McNeil ici, il nous fourgue une petite pastille pour qu'on digère tout ça. Voilà. Et moi, même avec la pastille, ça passe pas. Je trouve que ce qu'ils ont fait, c'est vraiment une faute de goût d'avoir voulu réécrire le lore qui était stable et fonctionnel. Ils auraient pu écrire une suite tout aussi épique sans forcément effacer et revenir sur ce qui avait été correctement fait par les anciens auteurs et créateurs de Games Workshop. Donc c'est un peu comme comment il s'appelle, Ridley Scott et sa licence Alien qu'il a complètement torché, réinventé, réécrite et qui a été un fiasco pour les personnes qui avaient tout simplement vécu les aventures du Nostromo et durant les différents films, quoi. Donc c'est pas parce que vous êtes le créateur que vous pouvez réécrire comme ça et usurper en fin de compte la légitimité de votre propre histoire. Mais bon, comme je disais, c'est un autre sujet. Donc étant donné que moi je n'adhère pas du tout avec ce qui a été fait depuis la V7 au moins, le fait d'essayer de me faire digérer le lore en le réécrivant via le fils de Sélénar, voilà, j'ai trouvé ça fallacieux. Voilà. Après, comme je dis, il y a des bons aspects. J'aime le fait d'avoir développé tout ce côté de Luna, et j'aime beaucoup. Ça m'intéresse plus, mais je pense pas que ça a été développé plus que pour justifier le lore de 2017, c'est-à-dire avec la chute de Cadia. Donc ça, c'est un point très noir, mais c'est un point très subjectif. Voilà, pour les personnes qui ont attaqué les Résidorus sans connaître rien de ce qui avait été écrit auparavant. Donc à eux, ça leur change pas grand-chose. Au contraire, ça réaffermit, on va dire, l'histoire et les origines. Donc ça peut être sympa, mais pour peut-être les plus vieux d'entre nous, ça fait un petit peu mal au fion de voir que l'empereur non seulement n'a pas été capable de créer les primarques tout seul, il a dû voler le pouvoir des dieux du chaos, mais en plus il a eu besoin des installations et des connaissances des Sélénars sur Luna. Donc ça érode un petit peu la crédibilité de l'empereur, malheureusement, qui était déjà non pas exceptionnel. En fin de compte, l'empereur il est très humain, malgré tous ses dons. Mais là, non seulement il a eu besoin du chaos, mais il a eu aussi besoin de Luna. Donc voilà, bon. Disons que voilà, c'est un aspect de l'univers que je trouve amplement discutable et que j'ai trouvé vraiment dommage. Voilà, c'est dommage d'avoir utilisé une si belle histoire, c'est-à-dire les légions brisées, pour finalement arriver en fin de compte à juste essayer de justifier quelque chose qui a été fait par le futur. Après, dans les plus, c'est les squads, c'est la kill team, c'est le Sisypheum qui trompe la mort bataille après bataille, il en peut plus, il est complètement éventré, mais le machin il vole toujours parce que l'esprit de la machine est tenace, il est coriace, conjugué à l'esprit de Wayland. Voilà, ils sont increvables, ils se laissent pas abattre, quoi. Donc tous les personnages sont badass, on sait qu'ils vont tomber les uns à la suite des autres parce que voilà, c'est leur destin. En fin de compte, depuis Svan, ils ne font que retarder l'heure de leur mort. Je crois qu'il y a un des personnages qui dit ça justement dans la novella, et c'est très juste. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'on apprécie autant ces personnages, c'est que voilà, ils savent où ils vont aller, mais ils y vont quand même. Donc voilà, on s'attache aux héros, on s'attache à leur vie, à leurs exploits, on s'attache à leur mort aussi, à la manière dont ils se sacrifient, donc ça c'est génial. Après, à qui je conseille ce tome ? Toujours aux mêmes personnes qui ont aimé les fils brisés, qui ont aimé les légions brisées, qui ont aimé Shadrach Méduson, qui ont aimé Sharrokin, Wayland, et tous ces personnages hauts en couleur, qui ont une side quest tout aussi importante en fin de compte, mais qui oscille entre badassité et tragédie, quoi. Combien on lui mettrait, c'est difficile. Si ça n'avait pas été un prétexte pour réécrire le lore, j'aurais mis facilement 4 sur 5, parce que malgré sa
sa courte durée, il est intense, il est bon, il est captivant, ça raconte des trucs, beaucoup de choses en fin de compte pour un petit roman. Mais je vais le laisser à entre 3.5, voilà. Je vais mettre 3.5 parce que j'aime le style de Graham McNeill dans cette nouvelle et j'aime les personnages. Les personnages ont été vraiment, ils ont porté la novella vraiment dignement jusqu'à la fin. Donc je vais leur laisser un 3.5 sur 5, ça les mérite. Voilà, l'émission touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez appris un petit peu plus sur les fils brisés, que ça vous aura peut-être donné envie de fouiller dans vos vieux livres pour retrouver les nouvelles dont je vous ai parlé. N'hésitez pas à commenter la vidéo ou à nous laisser votre avis aussi sur notre page Facebook. Je réponds à tous les commentaires, donc profitez-en. Les fils brisés, c'est vraiment un sujet intéressant et tout ce qui se passe sur Sélénar, avec les Sélénars, l'est d'autant plus. Donc voilà, merci à tous pour votre écoute et à la prochaine. Ciao.